message investisseur, développeur, tu sais, je pense que la meilleure chose que je pourrais vous dire, c'est commencer le processus du bon pied. Tu sais, c'est toujours plus facile d'atteindre ses objectifs quand on suit nos étapes. Là, tu sais, on l'a répété beaucoup là, aujourd'hui. Puis, tu sais, de bien suivre les étapes, de faire confiance au cheminement, d'avoir confiance en vos professionnels. Tu sais, je pense que c'est important d'être entouré d'une équipe qu'on a confiance. Tu sais, c'est la base là, pour être capable d'avoir les meilleurs objectifs, d'atteindre les meilleurs objectifs. Bonjour à tous, ici Sophia Miliani, courtier immobilier chez PMML. Bienvenue aujourd'hui à notre émission de Tout terrain, donc par Réseau Terrain, propulsé par PMML. Notre invité du jour aujourd'hui est Marc-André Paré. Donc, Marc-André Paré est à la tête de Paré Plus, qui est reconnu comme une sommité dans son domaine. Donc, bienvenue, Marc-André. Merci de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bien, c'est super. Écoute, Marc-André, j'aimerais ça que tu prennes un petit moment pour dire un petit peu qu'est-ce que fait Paré pour que nos téléspectateurs puissent savoir qu'est-ce que vous faites exactement. Puis, un petit peu de l'histoire de Paré pour qu'on puisse avoir une petite idée du parcours de votre super entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? Essayer de résumer ça de façon rapide. En fait, on est une firme de consultation en aménagement du territoire. À la base, on est une entreprise d'urbanisme. Le core de notre business, c'est l'urbanisme. Je te dirais qu'on essaie de démystifier les problématiques d'aménagement puis les acceptations de projets. On est un peu le tampon entre la ville et les promoteurs immobiliers privés ou les fonds d'investissement. Contrairement à la majorité des firmes d'urbanisme, nous, on se concentre beaucoup plus vers une clientèle promoteur, développeur. On fait un petit peu de municipal, mais pas beaucoup. Fait qu'on on est vraiment dans une logique de création de logements. Là. Comment on est capable d'optimiser des terrains, d'augmenter les potentiels, d'en créer de la valeur pour à terme en faire des projets. Oui, l'urbanisme, c'est le core de notre business, mais on a aussi de l'architecture de paysage, du design urbain, de l'environnement, puis de la stratégie là, qui touche principalement là, les études économiques de faisabilité. Donc, grossièrement, c'est ça qu'on fait. On travaille aussi beaucoup dans des contextes légaux avec des bureaux d'avocats, les plus grands bureaux d'avocats au Québec, comme expert conseil en urbanisme, dans des contextes d'expropriation, de litige à la Cour supérieure. Encore là, on vient là, agir là, à titre d'expert pour démystifier toutes les problématiques de développement qu'on connaît aujourd'hui au Québec. Excellent. Fait que dans le fond, vous avez un cabinet qui va toucher un petit peu à tout ce qui est relié au développement et à l'urbanisme, avec travailler dans le fond avec les développeurs, des investisseurs, la création de logements, comme vous avez dit. Puis vous allez aussi aller chercher un petit peu de spécification au niveau de travailler dans les cas où est-ce qu'on a des expropriations, des choses comme ça. Exact. Donc vraiment, il y a vraiment tout chez Paré Plus. Fait que dans le fond, à tous les développeurs, que ce soit, j'imagine, vous travaillez des petits ou des gros développements, vous êtes ouvert à tous les types de portfolios. Oui, bien, aussi absurde que ça peut paraître, on a des projets d'une dizaine de logements. Puis là, je le réfère en logement parce que c'est comme une mesure que le monde soit capable de plus facile d'associer parce qu'on fait autant du commercial, de l'industriel que du mix ou du résidentiel. Mais disons, on a des petits projets d'une dizaine de logements, puis on a des projets de 10 000 logements, que c'est littéralement une ville dans la ville. Là. Fait que, on est à des échelles complètement différentes, mais souvent, on a tendance à penser que plus ils sont petits, plus ils sont faciles, mais c'est pas nécessairement le cas. Exactement. Mais oui, on travaille à différentes échelles. Là, super. Bien, écoutez, j'aime entendre ça parce que vraiment, les téléspectateurs, aujourd'hui, les investisseurs de terrain, l'émission ici aujourd'hui qui est là est faite pour qu'on puisse aller informer puis donner le plus de knowledge possible à tous les investisseurs immobiliers, petits, moyens, grands, pour qu'ils puissent avoir une idée. Donc, dans le fond, Paré Plus, que vous soyez un petit investisseur, que vous avez un petit projet, donc ça reste quand même une firme qui va pouvoir aussi desservir peut-être le produit que vous allez vouloir développer, qui va peut-être aussi pouvoir vous accompagner. Puis aussi une chose qui est très importante qu'on jase souvent dans le milieu du terrain, c'est quand on est en train de faire du développement immobilier, c'est toujours de se faire accompagner par des professionnels. Et ça, c'est une chose très importante, comme là, avec un urbaniste, dans votre cas à vous, avec des gens qui peuvent énormément aider à la réalisation d'un projet de développement et à ce que ce soit aussi concrétisé. Donc, j'ai eu des cas où est-ce que j'ai eu des clients qui ont dû retravailler leur développement plusieurs fois
qui ont peut-être trébuché parce qu'ils sont allés par eux-mêmes, ils ne se sont pas accompagnés de professionnels. Puis ceux qui s'accompagnent avec des professionnels, bien souvent, ce qu'on dit, ils vont plus lentement, mais sûrement. Bien, effectivement, c'est un marathon, c'est pas un sprint. On veut souvent des résultats immédiats. Oui, d'accélérer la cadence, je pense que c'est important en tant que consultant, mais c'est surtout de bien faire les choses puis les faire dans le bon ordre. L'idée, c'est de toujours avancer puis de jamais reculer. Puis je pense que c'est un des enjeux. Je veux pas caractériser, mais surtout au niveau des nouveaux développeurs, là, si on veut, un peu moins expérimentés. Des fois, il y a une méthodologie ou une segmentation des étapes qui va devenir un peu plus complexe dans certains dossiers, puis qui vont s'enfarger dans différentes étapes qui vont les faire reculer. Ben, ça fait partie du cheminement et de l'apprentissage, mais nous, on est là justement pour donner notre bagage, notre expérience, pour éviter là, ces problématiques-là, puis sauver du temps au final, parce que je pense que c'est l'enjeu pour tout le monde là, actuellement, là, le temps. C'est le temps. Le temps, en ce moment, c'est notre plus grand ennemi dans le développement. Ouais. Plus on est bien aiguillé, plus on est mieux préparé, plus on est capable d'avancer plus rapidement. Effectivement. Mais ça, c'est super. Puis parle-nous un petit peu de Paris. Comment ça a commencé un petit peu cette histoire-là? Puis comment tu t'es retrouvé à la tête de Paris Plus? Oui, en fait, Paris Plus a été fondé par mon père en 2011. Mon père a été dans des grandes firmes d'urbanisme, notamment Daniel Arbeau et Associés comme vice-président pendant plus de 20 ans. Il a décidé de partir sa firme uniquement lui comme un projet de, pas pré-retraite, mais de différentes cadences. Puis moi, après, je pense que ça faisait 4 ans, 5 ans qu'il était en affaires, que j'ai décidé de me joindre à lui. À ce moment-là, je faisais des analyses de marché pour du développement résidentiel avec Jules Urtubise. L'urbanisme me passionnait, les problématiques. Puis j'ai toujours vu la problématique de la chaîne. On faisait des recommandations au niveau des analyses de marché, puis là, on revenait en arrière qui n'était pas planifié au début du développement. Puis là, c'était comme tout le temps le jeu du ping-pong. Puis je voyais qu'il y avait un enjeu de coordination, puis d'unification des professionnels en pré-développement, principalement au niveau du traitement des projets. Fait qu'on a commencé à rallier différents types de professionnels, des architectes paysagistes, des designers urbains, des biologistes en environnement, pour être capable de se faire des équipes de projet en réalité pour couvrir comme toutes les étapes du pré-développement. Puis là, de fil en aiguille, les années ont passé, j'ai pris la tête de l'entreprise, j'ai fait avec toute l'équipe. Mon frère aussi est dans l'entreprise, là. Dans le fond, moi, je suis plus la tête d'affiche, puis peut-être la personne à qui Paris Plus est plus associé, mais sans mon frère, rien ne serait possible. Là. Toutes les opérations, tout le design, c'est vraiment lui qui prend ce volet-là. Moi, je suis vraiment plus du côté entrepreneurial, client et stratégie de développement. Fait qu'on a des rôles distincts, mais très, très complémentaires. Fait qu'on a monté Paris Plus, qui est devenu aujourd'hui ce qui est, et avec plusieurs défis, plusieurs embûches, plusieurs bons coups, qui a fait définitivement la business qu'on a maintenant. Définitivement, on va pouvoir en parler plus tard, vos bons coups, ça va être intéressant, hâte d'entendre ça. Là, j'entends un petit peu une histoire d'une business familiale à travers tout ça. Puis moi, ce que j'aime entendre dans ces histoires-là, dans les histoires de business familiale, c'est souvent les défis. Ouais. C'est du succès, mais c'est avec beaucoup d'ardeur, c'est de la sueur de front. Mais en même temps, je vois que c'est quand même une business familiale que vous avez vraiment du succès à travailler ensemble. Qu'est-ce que tu penses de travailler en famille, dans le fond? Parce que, tu sais, là, on parle dans ton cas, en tant que chef d'entreprise d'une compagnie d'urbanisme, mais dans le cas d'investisseurs, c'est un petit peu la même chose. Hein? Ouais. Quand on est des investisseurs, on est des partenaires. Tu sais, il y a des gens qui sont partenaires avec leurs frères, avec leurs sœurs, avec leurs cousins. Moi, j'aime bien entendre ces choses-là parce que souvent, la question que les développeurs se posent quand ils commencent à développer, des fois, on a besoin d'avoir des partenaires pour pouvoir avoir un leverage. Ouais. Puis, en tant qu'entrepreneur aussi, qu'est-ce que tu penses de tout ça, la business familiale, puis l'importance de peut-être même travailler en famille? Bien, tu sais, moi, je pense qu'à la base, tu sais, la famille, en tout cas pour moi, là, tu sais, je parle vraiment de ma situation personnelle, tu sais, c'est les personnes avec qui tu as la plus grande confiance. Fait que, tu sais, à la base, ce lien de confiance-là, tu sais, il est dur, il n'est pas impossible à créer avec d'autres partenaires. Je pense que c'est possible de le créer, mais tu sais, il y a un fit naturel, familial, en tout cas de mon côté, puis un lien de confiance familiale, de travailler dans le même objectif puis dans les mêmes orientations. Fait que, tu sais, de un, je pense que
le lien de confiance est un élément super important. De deux, la complémentarité. Tu sais, je pense qu'on voit beaucoup de business familiales qui ont des difficultés de passation, des enjeux de coordination. Souvent, c'est parce que les personnes essayent de jouer le même rôle. Ou il y a deux personnes dans la famille qui essayent de prendre un peu le même poste. Tu sais, nous, le gros avantage qu'on a, c'est qu'on est vraiment complémentaires. Fait que, tu sais, il y a pas de compétition interne. Les rôles se sont définis de manière naturelle, sans explication, sans besoin de justification. Puis tu me demandes à moi si je prendrais le rôle à mon frère, par exemple. Non, ça m'intéresse pas. Puis même chose pour lui de son côté. On n'en vit pas un ou l'autre. Fait que je pense qu'on travaille de manière complémentaire dans le même objectif. Notre père, il nous a toujours fait extrêmement confiance. Il a cru en nous. Il était là pour nous appuyer plus que pour nous guider. Je pense que ça a facilité beaucoup aussi la transition parce que quand je suis rentré dans l'entreprise avec mon père, c'était une petite entreprise, on était, je pense, 4 ou 5 personnes. Actuellement, on est plus d'une trentaine là, avec les partenariats qu'on a. Fait que, ça a vraiment, vraiment évolué, mais mon père il était là pour nous supporter et non pour nous dire quoi faire. Il nous fait part de son bagage antérieur au sein de grandes entreprises pour être capable de prendre des décisions éclairées et intéressantes, mais jamais dans une optique de dicter la marche à suivre. Fait que je pense que ça, c'est ce qui a facilité. Là. La confiance que vous avez en vous, que votre père a eu en vous, puis la confiance mutuelle a fait en sorte que tout s'est placé et s'est fait naturellement. Oui, exact. Des fois, on pense qu'il y a beaucoup de rectifications. Oui, il y a eu des chicanes, il y a eu des ostinades, il y a eu des conflits, mais jamais très important. Puis nous, on est de même un peu dans notre famille. Là, on peut chicaner, puis après ça, on va dîner, puis c'est réglé, puis c'est fini. Là, fait que, je pense qu'il ne faut pas avoir de rancœur quand il y a des points qu'on est plus ou moins d'accord, puis d'être capable de travailler vers un objectif commun. Puis je pense que c'est peut-être un des avantages quand tu es dans une business familiale, ben, tu veux le bien de tous. Là, fait que, exactement. Puis en fin de compte, c'est un mindset aussi. C'est un mindset où est-ce qu'on travaille en collaboration avec nos frères et sœurs, c'est sûr et certain, ou nos cousins, notre père, notre mère, whatever, qui est un membre de la famille. Ça fait en sorte, comme tu l'as dit, de la confiance, mais en même temps aussi, on est capable aussi de se focusser sur un but qui est le but pour tout le monde. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que ça se crée juste en famille. Moi, j'aime l'idée que les business familiales, j'aime beaucoup les histoires des business familiales parce que je trouve que c'est les plus belles histoires. Mais en même temps, c'est un mindset à adopter aussi entre partenaires qui sont juste des associés. Oui, là, Marc-André jasait un petit peu, il disait, bon, ben, on peut chicaner, mais on va souper après. On ne sera jamais d'accord avec un partner à 100% dans la vie. Dans le fond, il faut apprendre à se dire, si je veux être 100% d'accord tout le temps avec ce que je veux, il faut que je travaille tout seul. Puis si tu veux pouvoir grandir et développer et bâtir surtout, ben, tu n'as pas le choix de pouvoir t'adapter à des idées, des idéologies qui ne sont pas nécessairement celles que toi tu vas aimer, mais en même temps, tu vas pouvoir continuer à travailler avec ces gens-là puis avancer ensemble pour créer justement. Parce que des fois, là, juste l'idée d'un associé qui ne te plaît pas aujourd'hui, mais tu vas la revoir quelques années plus tard puis tu vas dire « wow ». J'en ai eu, moi, dans des transactions, des clients des associés, des partenaires qui achetaient un terrain ou qui vendaient un terrain. J'en avais un moment donné qui vendait un terrain, un très, très gros terrain, qui avait un zonage mixte qui était super intéressant, que les partenaires ont acheté à peu près 7 ans plus tôt. C'était leur premier terrain, puis ils voulaient vraiment, ils imaginaient grand, mais c'était trop grand. Ils ont imaginé vraiment grand, puis c'était trop grand. Ils ont été obligés de le vendre, puis il y en a un qui vraiment tenait à garder le terrain, ne voulait pas le vendre. Et ça a fait en sorte que il y a eu de la chicane, justement. Les partenaires se sont séparés. Ils ont été obligés quand même de vendre le terrain. Mais au final, ils ont vendu le terrain juste avant qu'une certaine loi passe dans ce secteur-là. Je ne parlerai pas exactement du terrain parce qu'on va le reconnaître facilement. Il y a eu une loi qui est passée juste après, je vous dirais quelques mois, qui a fait en sorte que le terrain est toujours développable, mais pas comme qu'eux l'avaient envisagé. Donc, ils l'ont vendu dans leur optique à eux au meilleur moment. Tu sais, au final, ils se sont rassis et ont fait « OK, on a juste été sauvés, on a fait une bonne affaire. » Moi, j'ai toujours envie, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Jamais. Non, jamais. Fait que c'est super. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de toi, du background de Paris Plus, tout ça, on va rentrer un petit peu dans la technicalité de vos réalisations. Ouais.
On aimerait ça entendre, par exemple, c'est quoi les projets que vous avez faits dans le passé dont vous êtes fiers. Puis ensuite de ça, on va commencer à aller un petit peu dans les défis puis des choses comme ça. Fait un projet que vous avez fait puis que vous êtes fiers aujourd'hui, pas nécessairement parce que c'est le plus beau, mais peut-être aussi qui a été un peu plus difficile que les autres. Ben, tu sais, les projets lesquels on est fiers, je te dirais, il y en a beaucoup là, de projets dans lesquels on est fiers, mais il y a des, tu sais, n'importe quel projet qu'on réussit à obtenir une modification de zonage, qu'on réussit à concrétiser, qu'on réussit à mener à terme dans les difficultés qu'on a aujourd'hui, pour nous, c'est un succès. Là, parce que dans le fond, c'est le but de notre travail, c'est d'obtenir des résultats. C'est sûr qu'on est tout le temps dans un contexte quand même de projet de longue haleine. Là, on ne se le cachera pas, surtout qu'on a beaucoup de dossiers complexes, des gros dossiers d'envergure. C'est pas des choses qui vont se régler en 1 an ou 2. Un dossier, je te dirais qu'on est fiers. Il y a un développement à Saint-Philippe qui s'est fait. On avait été mandaté à l'origine par la ville de Saint-Philippe pour voir comment redévelopper les étangs aérés. Il y avait des étangs aérés dans la ville, puis il y avait une problématique au niveau des infrastructures. On leur a proposé de vendre le terrain des étangs aérés avec un zonage adapté, un projet qu'on a monté dessus d'à peu près 700 unités, pour venir financer une station d'épuration pour être capable de venir desservir l'entièreté de la ville, puis rouvrir le développement parce qu'il y avait des problématiques de capacité au niveau des infrastructures. Ça, je pense que c'est un projet qu'on est fiers, justement, là, la construction commence là, incessamment. Vu la créativité de jouer avec le promoteur privé, la municipalité, de trouver des solutions techniques qui permettent aux villes d'avancer par la création, justement, là, de revente de terrain, de créer de la valeur pour le promoteur, d'aider la ville de manière financière à poursuivre son développement. Je pense que c'était une bonne idée. Effectivement, parce que c'est un win-win au final. Ouais. C'est un win-win, c'est bon pour la ville, c'est bon pour le promoteur, mais c'est aussi bon pour les citoyens qui vont bénéficier de tout ça aussi. Parce que j'imagine que la capacité des réseaux va aussi pouvoir desservir des propriétés dans ce secteur-là, ou c'était uniquement industriel? Non, ça c'est dans le fond, c'est pour venir desservir un projet résidentiel, mais ça permet l'ouverture d'un parc industriel, d'autres développements industriels qui s'en viennent dans la ville, puis de venir consolider tout le développement sur des parcelles restantes parce qu'il n'y avait plus de capacité au niveau des réseaux. Fait que, cette initiative-là a permis de réouvrir le développement pour la municipalité, puis en même temps de créer du logement du même coup. Fait que c'est comme un win-win. Fait que oui, je pense que... Good. Puis, on est toujours un peu... on se fait des petits défis là, internes. Là, le plus vite qu'on va avoir une modification de zonage, le plus vite qu'on va modifier le schéma d'aménagement. On en a fait un dernièrement. Là, je ne nommerai pas de nom pour des raisons de confidentialité, mais on a réussi une modification au schéma d'aménagement, plan d'urbanisme, puis règlement de zonage en un petit peu plus de 6 mois. Là. Wow! Fait que c'est jamais vu. Là. Moi, je l'ai jamais vu. Wow! Parce que j'ai jamais entendu ça. C'est un autre bon coup. Puis, des comme ça, il y en a plusieurs, là, mais rapidement, je te dirais que c'est ça qui me vient en tête. Bien, c'est super intéressant. Quand on parle un petit peu de développement immobilier dans le terrain, le sujet vraiment ici, c'est le terrain, puis toi, tu es un spécialiste de ça. C'est quoi les erreurs que tu vois qui sont fréquentes que les développeurs font quand ils font un projet de développement, que ce soit résidentiel, industriel ou commercial? C'est quoi l'erreur que tu vois souvent arriver? Essayer d'aller trop vite, je te dirais que c'est peut-être une des erreurs fréquentes que je vois, de sauter des étapes. Souvent, je vois des promoteurs sont en offre d'achat, en plein due diligence, puis ils commencent déjà à aller voir des investisseurs, à aller voir. Investisseurs, je suis capable de comprendre, mais des bannières pour du commercial au rez-de-chaussée, mais il n'y a rien de concret encore. Je pense qu'on essaye souvent de sauter des étapes. Ça, c'est plus peut-être une erreur au niveau de la méthodologie de développement, mais qui ne va pas nécessairement avoir d'impact au niveau de l'acceptabilité du projet. Mais souvent négliger les aspects environnementaux, disons, pas faire d'études écologiques parce qu'on veut aller plus vite. Puis là, se retrouver à avoir à reculer en arrière. Là. Tu veux jamais avoir à reculer en arrière. L'important, c'est de faire toutes tes étapes de façon continue, puis de tout le temps être en évolution vers ton objectif. Fait que, je te dirais, c'est peut-être, puis d'être mal accompagné. Ça, je prêche un peu par ma paroisse là, en disant ce commentaire-là, mais
Mais ça reste que c'est ça pareil, parce que pour nous, c'est beaucoup plus facile de partir de zéro que de rattraper des mauvais coups. Ça se fait, c'est sûr ça se fait, mais c'est souvent plus dispendieux et plus complexe. Fait que, je pense d'être entouré d'une bonne équipe, puis de vraiment faire confiance au processus. Je pense que c'est ça le meilleur atout là, ou le meilleur conseil que je peux donner pour essayer d'éviter les erreurs. Là. Excellent. Fait tu sais, comme là, on entend un professionnel qui en parle. Nous, les courtiers, on le recommande souvent. Quand on est en transaction, on conseille souvent, moi d'ailleurs, je le fais à mes clients, de ne pas brûler des étapes, de y aller une étape à la fois. D'où l'importance d'une bonne due diligence, premièrement. Parce que la vérification diligente reste une étape des plus cruciales pour le projet au complet. Même si tout s'est bien passé puis qu'on a eu un très bon prix, qu'on a été capable de négocier des conditions extraordinaires et qu'on a été capable de faire le coup du siècle ou le coup de l'année, la vérification diligente reste une étape excessivement importante. De travailler aussi en collaboration avec les municipalités pour mieux comprendre ce terrain-là. Ne pas avoir peur d'appeler la ville, de contacter la municipalité, de poser des questions, d'essayer de mieux comprendre aussi les intentions que la ville a. Parce que ça, c'est un truc que j'aime souvent dire à mes clients. Essayez de voir, quand vous faites du développement, c'est quoi les intentions de la municipalité, c'est quoi les besoins actuels dans cette municipalité-là. Puis plus on va se rapprocher des besoins de la municipalité dans notre développement, bien, plus on va avoir de facilité. D'où l'importance aussi de travailler avec un urbaniste qui est proche des municipalités, parce qu'il va déjà tout de suite avoir des informations sur qu'est-ce qu'il y a besoin dans cette ville-là, qu'est-ce que la ville veut. Quand on sait ce que la ville veut, on est capable d'obtenir un développement qui est non seulement adéquat pour la municipalité, les besoins des citoyens, les besoins du secteur, mais aussi un développement qui va être aussi payant. Ouais. Parce que si le développement qu'on fait n'est pas nécessairement un besoin dans ce secteur-là, même si le marché en a besoin, mais ce secteur-là aurait besoin d'un développement autre, qui aurait peut-être été plus payant, plus rentable, bien peut-être qu'on saute sur une idée qu'on n'avait pas regardé du tout, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose de super important, je pense aussi. Puis en même temps, quand on est en période de vérification diligente, comme tu viens de le dire, vraiment de commencer tout de suite à aller regarder peut-être des locataires ou des bannières commerciales à rentrer directement. Quand tu dis ça, je comprends un peu ce que tu veux dire. Quand tu dis bannières, tu parles des chaînes de restauration, des chaînes de stations d'essence, des chaînes de grandes marques, de grands magasins, grands entrepôts, tout ça. C'est vrai qu'on voit ça souvent. Puis bien sûr, ce qui arrive, c'est que des fois, l'acheteur qui est en transaction, il n'est pas encore du tout propriétaire, va se perdre un petit peu parce qu'il va vouloir tellement ce locataire-là, cette chaîne-là, qui va essayer d'adapter son projet uniquement et spécifiquement pour celui-là. Bien, c'est la pire chose à faire. Tu sais, moi, je suis tout le temps dans l'optique de on ouvre toutes les portes puis on les ferme une à une. Tu sais, puis après ça, on va finir par trouver notre voie qui va être la plus profitable sur tous les points. Mais tu sais, de partir avec une idée préconçue, c'est la pire chose à faire parce que tu fais juste te bloquer des opportunités. Tu sais, il faut garder l'esprit ouvert. Ça reste de la business, là. Tu sais, je pense que on ne se le cachera pas. S'il n'y a pas de profitabilité, il n'y en aura pas de projet. Là. Fait que, l'idée, c'est de trouver un projet qui va être le plus rentable possible, qui va répondre à des besoins, puis qui va placer le développement dans le meilleur positionnement qu'il va pouvoir avoir. Puis, tu sais, je suis tellement d'accord avec toi au niveau du due diligence. C'est une étape où que souvent, des fois, puis tu sais, je dirais peut-être plus les développeurs plus juniors vont vouloir limiter les dépenses à cette étape-là. Je suis capable de comprendre, mais en même temps, c'est peut-être pas la place où trop limiter. Tu sais, vaut mieux dépenser quelques dizaines de milliers de dollars dans des bonnes vérifications diligentes pour être certain d'acheter un produit qu'on connaît bien puis qu'on sait son potentiel, que de faire des acquisitions de terrain à quelques millions, qu'au final, on a des mauvaises surprises plus tard dans le processus. Ça nous arrive d'annoncer des mauvaises nouvelles quand du monde, on accompagne beaucoup là, de promoteurs ou de développeurs dans des due diligence, puis des fois, je leur dis, c'est pas bon, ton terrain. Définitivement. Mais t'aimes mieux le savoir, là, Tu veux le savoir avant de l'acheter. C'est ça, exactement. Ou c'est vraiment bon, mais ça va être plus compliqué. Puis, de vraiment acheter en pleine connaissance de cause, puis je pense que c'est un des éléments là, qui sont vraiment primordiaux, surtout dans le contexte aujourd'hui, les restrictions qui sont mises par plusieurs paliers gouvernementaux. On n'a plus juste la réglementation du zonage qu'il faut regarder. Moi, le zonage et
sais, souvent, j'ai du monde m'envoie la grille. Ah, je t'ai envoyé la grille. Oui, la grille, mais la grille, c'est la pointe du iceberg. Là. Tu sais, toute la réglementation qui se cache en dessous, tu sais, c'est là que tu vas trouver tes potentiels, c'est là que tu vas trouver tes problématiques aussi. Fait que, tu sais, ça prend une réflexion pointue, sérieuse, puis le plus tôt possible, je pense, dans le processus. C'est une façon de gagner du temps au final, puis de savoir dans quoi on s'en va. Définitivement. C'est sûr et certain que quand tu parles de minimiser les coûts, c'est sûr qu'il y a certains développeurs, comme tu dis, qui sont à leur début, à leur premier développement, deuxième, troisième, où est-ce qu'ils vont essayer de minimiser les coûts des tests environnementaux, tests biologiques des milieux humides, où est-ce qu'ils vont essayer peut-être de ne pas faire certaines études non plus. Moi, je regarde, quand je compare une transaction, quand je fais une transaction avec les plus gros joueurs, par exemple une transaction à 100 millions de dollars, bien, c'est sûr et certain que quand on est en train d'acheter un terrain à 100 millions de dollars, on va mettre le paquet parce qu'il y a plusieurs millions qui vont sortir pour faire l'acquisition. Mais en même temps, je me dis, on peut avoir la même stratégie qu'un big player, mais à petite échelle. Effectivement. Tu sais, on pense souvent, OK, les gros joueurs, les gros développeurs vont acheter des terrains à 30, 40, 50 millions de dollars, puis eux, ils sont capables de dépenser 30, 50, 100 000 dollars en développement. Mais on peut y aller sur un terrain, mettons, à 1, à 3 millions, à 4 millions. Il y a quand même des tests qui peuvent être faits pour préalablement montrer le potentiel du terrain, l'état actuel du terrain aussi. C'est ça qui est important, l'état actuel, parce que souvent, c'est ça qui va donner la prochaine destination du terrain. Fait que, tu sais, phase environnementale, premièrement, les phases 1 et les phases 2, quand c'est recommandé pour une phase 2, ça, c'est primordial, à mon avis. J'ai eu des clients qui ont acheté des propriétés qui n'ont jamais fait de phase 1 quand ils ont acheté. Quand moi, je les ai remis en vente, ils me posent la question, ben, pourquoi l'acheteur le veut? Moi, j'en ai pas eu quand je l'ai acheté. Ouais, ben c'est... Tu comprends? Effectivement. Puis, tu sais, après ça, c'est des coûts qui vont venir affecter ton proforma financier parce que, tu sais, si tu as de la décontamination à mettre. Mais encore là, ça se règle, tu sais, parce que tu es capable de le payer. Tu sais, j'ai vu des cas pas mal pires que ça. Ils pensent acheter avec des conditions exceptionnelles pour du développement, puis finalement, ils ont un règlement provincial qui est bloqué puis qu'ils peuvent rien faire. Tu sais, c'est important de les faire, tu sais, de façon continue. Puis moi, je pense que, tu sais, le cheminement est le même petit, moyen ou gros joueur, juste fait de façon différente, avec des budgets différents. C'est sûr que plus les projets sont importants, veut pas, la mécanique reste la même. Fait que, tu sais, les coûts versus la valeur du projet sont, en pourcentage, vont être plus petits que sur un plus petit projet, mais ils restent pas moins importants pour autant, parce que, tu sais, l'investissement de 100 millions pour le développeur que le joueur qui est capable de jouer dans cette catégorie-là est aussi important pour lui que le projet de terrain de 1 million pour l'autre type de développeur. On est juste à d'autres échelles, mais les enjeux sont pareils et la mécanique reste la même. Exactement. Puis ça, c'est vraiment important parce que plusieurs personnes vont penser ça. Ils vont penser qu'on n'a pas nécessairement besoin de faire tous les tests parce que c'est un petit terrain, parce que c'est un zonage de plein droit et qu'on n'aura pas besoin d'aller chercher aucune dérogation. Ben non, c'est pas vrai. Parce que même si on a des zonages de plein droit qui autorisent le projet qu'on a l'intention de mettre dessus, ben ça peut arriver qu'on ait besoin d'aller chercher des dérogations. Ben, on peut aller chercher des dérogations. Souvent, il y a des PIA qui vont être acceptables, imposables sur les terrains. Maintenant, tu sais, des terrains plus de PIA, il y en a pratiquement plus, là, surtout dans les centres urbains ou la majorité des grandes villes au Québec. C'est un point, ça, qui est tout le temps un peu un impondérable. C'est c'est des règlements discrétionnaires. C'est jugé par le CCU et le conseil de ville. Il y a une latitude à ce niveau-là qui peut venir affecter les potentiels du projet. Fait que c'est important de regarder aussi cette couche réglementaire-là. J'aime pas le terme projet de plein droit parce que c'est jamais vraiment de plein droit, mais... Exact, c'est sûr que... Mais conforme à la réglementation. Conforme à la réglementation, dans le jargon, on dit zonage de plein droit. Ouais. Mais moi aussi, je suis d'accord avec toi parce que j'ai beaucoup de mes propriétaires. Ouais, mais Sophia, c'est un zonage de plein droit, fait qu'on n'aura pas de problème pour faire approuver le projet. Non. Parce que si tu m'arrives avec une propriété que je mets en vente, avec un plan préliminaire, avec un zonage de plein droit, comme tu le dis, ça ne veut pas nécessairement dire que ce projet-là va pouvoir être approuvé et il va pouvoir être réalisable aussi. Et sans embûches, sans parcours, où est-ce qu'on doit aller un peu plus, travailler le produit plus longuement. Ouais. Puis aussi, il y a une question que moi j'aurais. C'est quoi la différence entre un projet qui est imagé avec un plan préliminaire versus le même projet quand tu arrives aux étapes des plans architecturaux et des plans d'ingénieurs?
Est-ce que vous avez eu des projets ou est-ce que vous avez eu des défis par rapport à ça? Parce que moi, je le dis souvent, je dis les plans préliminaires versus les plans architecturaux, les plans d'ingénieurs finaux, c'est pas la même ligne. Effectivement, il peut y avoir certaines variables, mais je te dirais que de façon générale, nous, de la façon qu'on travaille, on ne voit pas des écarts notables. On va parler de peut-être 1 ou 2 % de variance en termes d'unités. Il y a des guidelines qu'on utilise, nous, pour être capable de se rapprocher le plus possible du projet fini. Puis on y va tout le temps un peu plus conservateur pour justement s'assurer qu'on a une marge de manœuvre au niveau des plans de construction. Mais si la coordination est bien faite, les étapes sont bien suivies, puis que la passation de l'urbanisme à l'architecte, à l'intégration de structures mécaniques électriques, civiles et tout le tralala se fait bien, puis de façon continue, techniquement, il ne devrait pas avoir de problématique. De façon générale, nous, on ne voit pas d'enjeu. Excellent, excellent. Moi, j'ai eu un cas, parce qu'on a eu une surprise au niveau du dynamitage. OK. Ouais, ben, si les tests de sol n'avaient pas été faits. Exactement. Ouais. Au niveau du dynamitage, qui n'avait pas été évalué aussi gros, puis au final, on avait pour à peu près $1 million de dynamitage pour un immeuble de 30 logements. Donc, c'est sûr et certain que là, c'est plus les mêmes calculs, c'est plus la même chose, le projet change au complet, puis il faut revoir même s'il est rentable dans un cas comme ça. C'est rare, mais c'est des choses qui peuvent arriver, d'où l'importance de faire les tests. Ouais. Maintenant, si on regarde un petit peu, là, on a regardé un petit peu le côté des acheteurs quand ils achètent au niveau de l'acquisition, c'est quoi les petites astuces, tout ça. Ouais. Quand on est du côté des vendeurs, vous, j'imagine, vous travaillez aussi avec des propriétaires qui développent. Ils l'ont déjà acheté, là, ils sont propriétaires, ils développent un projet. Ouais. C'est quoi, dans le cas des développeurs, mais là, c'est plus côté des acquéreurs, mais vraiment des développeurs, c'est quoi les challenges que les gens vont souvent, auxquels ils vont souvent se confronter dans le développement? Vos clients, là, c'est quoi les challenges qui reviennent? Les challenges, je te dirais, actuellement, c'est les challenges au niveau du délai. Là. Ça, c'est un des principaux enjeux. Tu sais, les délais de traitement, les délais de réponse au niveau des municipalités. Tu sais, nous, on travaille beaucoup interne. On collabore avec les municipalités, mais quand c'est le temps de collaborer, tu sais, on travaille beaucoup à l'interne justement pour accélérer là, ce traitement puis ce volet de développement-là. Mais tout ce qui tombe dans l'impondérable, tu sais, règlement discrétionnaire, quand on est dans des contextes où il y a des périodes applicables, quand on est dans des modifications de zonage, les négociations avec les villes, les changements de cap, tu sais, on s'enligne sur un projet, tout est beau, puis on fait une rencontre, puis finalement, on recommence à zéro. Tu sais, c'est cette évolution-là, je te dirais qui est un enjeu. La majorité des développeurs expérimentés le savent, là, tu sais, ils n'ont pas des attentes irréalistes au niveau des délais. Fait que, tu sais, ça, je te dirais que la coordination ville, ça peut être un enjeu au niveau du développement. Aussi, les capacités de réseau. Là. Tu sais, on est dans des contextes où que les capacités de réseau sont limitées ou problématiques dans plusieurs secteurs de développement. Fait que ça va venir retarder, ça va venir causer des échéanciers supplémentaires. Puis, tu sais, oui, le projet va se faire, mais juste plus tard, mais l'impact que ça a va beaucoup plus loin que ça parce que là, l'administration change, c'est plus les mêmes fonctionnaires, l'idéologie de développement a changé, les besoins du marché ont changé. Fait que le projet que tu as élaboré à cette étape-là pour le faire approuver, mais tu sais, c'est pas nécessairement les mêmes besoins et les mêmes volontés qu'on va avoir rendus à 2-3 ans plus tard. Fait que, tu sais, tout l'intangible, je te dirais, tu sais, l'incertitude et aussi les restrictions au niveau gouvernemental. Tu sais, quand on parle des nouvelles restrictions en matière de zones inondables, en matière de protection de l'environnement, les règlements de contrôle intérimaires qui apparaissent d'un côté comme de l'autre, tu sais, vont être des enjeux. Là, tu sais, il y a beaucoup de légal là, maintenant là, dans les projets de développement. Là, tu sais, plusieurs développeurs me disent maintenant faire un projet sans urbaniste puis avocat, c'est impossible. Tu sais, avant, tu allais à la ville avec ton arpenteur, puis tu te mettais ton plan sur la table, puis c'était réglé. On n'est plus dans cette ère-là. Là, tu sais, il y a une complexité au niveau de la mécanique, puis l'ensemble des paliers, puis d'être capable de démêler tout ça. Puis un gros défi aussi, je te dirais, c'est de baliser les droits de la ville. Tu sais, moi, je vois beaucoup trop souvent des villes qui s'essayent. Tu sais, c'est les promoteurs, ils vont pas accompagner, puis ben là, tu peux pas faire ça, puis tu peux faire ci, puis tu peux faire ça. Puis après ça, quand tu regardes la réglementation, ils font des exigences
qui sont pas en droit de faire. Fait que, tu sais, de venir baliser les interventions municipales, puis, tu sais, de ramener un peu tout le monde dans le rang. Tu sais, les promoteurs ont des règles à suivre, mais les villes aussi, il faut qu'ils suivent les règles. Fait que, tu sais, on a de la réglementation, elle est là pour ça. Tu sais, c'est ça le guideline de développement au Québec. Fait que, tu sais, autant une partie que l'autre, c'est là l'importance. Faut qu'ils se rabattent. C'est là l'importance du professionnel qui accompagne le développeur. Parce qu'au final, ce professionnel comme un urbaniste, bien, c'est lui qui connaît spécifiquement les choses pour ramener un petit peu vers la réalité. Oui, puis de trancher sur des notions d'interprétation. Tu sais, souvent, le premier réflexe, tu sais, je ne veux pas parler contre les fonctionnaires, là, tu sais, c'est vraiment pas ça l'objectif, mais tu sais, ça va être « Ah non, ça se fait pas ». Mais tu sais, après maintes explications, maintes argumentations, ah ouais, finalement, ça se fait. Mais tu sais, ça peut représenter des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'unités dans un projet, là, les petites nuances. Fait que, tu sais, tous ces petits éléments-là, tu sais, c'est pas un grand élément qui va venir tout changer, mais je te dirais, c'est plutôt un amalgame de petites variables très subtiles qui vont venir impacter au final la viabilité ou non d'un projet, parce qu'on n'est pas à... Tu sais, souvent, l'idéologie, c'est « Ah, les promoteurs, ils font de l'argent, puis... Ils peuvent, mais ils peuvent pas tant que ça. C'est sûr et certain. On n'est pas à grand-chose des fois de pas avoir de projet. Là. Exactement. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que les promoteurs et les développeurs, surtout les promoteurs qui viennent, eux, qui bâtissent, qui achètent des terrains, puis eux, c'est tout de suite, c'est comme, mettons, des terrains prêts à bâtir. Ben, les pourcentages de rentabilité sont très petits. Là. C'est des petits pourcentages, des 5, des 6, des 7 %. Puis 1% de moins peut faire en sorte qu'il n'y a plus de projet pour eux. Fait que dans le fond, c'est sûr et certain que plus on va être capable de mieux interpréter les lignes et les virgules, plus on va être capable d'avoir un projet plus optimal, plus rentable. Oui, puis tu sais, il y a plusieurs intervenants dans le processus parce que, tu sais, il y a le développeur, puis tu sais, moi j'en ai beaucoup de clients uniquement développeurs et non constructeurs. Tu sais, ils vont faire du développement de terrain, ils vont faire les routes, ils vont faire le lotissement, puis là, tu sais, il y a plusieurs immeubles qui vont pouvoir être construits, puis ils vont les vendre ça de façon individuelle ou ils vont vendre le projet au complet. Mais tu sais, des développeurs constructeurs, il y en a de moins en moins. Là. Tu sais, souvent, ils vont décider quel camp qu'ils vont prendre, là, soit la construction ou soit le développement. Il en reste encore là, des développeurs constructeurs, mais il y en a moins qu'auparavant. Puis tu sais, quand le développeur fait son projet, ben lui, il faut qu'il reste du profit, mais il faut qu'il en reste au constructeur aussi, sinon personne ne va l'acheter. Mais développeurs, constructeurs, c'est vrai qu'il y en a moins. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans le marché, ceux qui font les deux, c'est beaucoup plus les gros joueurs. Parce qu'ils sont capables d'avoir des équipes qui sont immenses et surtout des équipes internes à l'interne. Fait qu'ils sont capables d'aller chercher le profit du développement et le profit de la construction en tant que promoteur. C'est sûr et certain que quand on est à petite échelle et qu'on achète, mettons, un terrain pour bâtir un 6, un 12 logements, on peut faire les deux. Mais plus on va commencer à augmenter le nombre de portes, 30, 40, 50, si on veut être capable de rentabiliser le plus notre année, puis surtout nos heures de travail, bien, il va falloir choisir une spécialité. C'est ce qu'on voit de plus en plus dans le marché. Les gens se séparent. Il y en a beaucoup de mes clients qui faisaient les deux puis qui en font plus. Il y en a qui se concentrent uniquement sur le développement, d'autres se concentrent uniquement sur la construction. Ils vont en prendre 1, 2 projets par année, où est-ce qu'ils vont faire les deux, ou est-ce que ça va être comme le projet de l'année, mais plus principalement, il faut le pain et le beurre. Donc, ils vont aller vraiment se spécialiser sur soit construire, soit développer. Moi, ce que j'entends aussi souvent dans le marché, les clients posent toujours une question. Ils disent, tu sais, quand j'achète le terrain, comment il faut que je l'imagine? Moi, je reviens un petit peu sur ce que tu as dit tantôt, c'est vraiment d'ouvrir toutes les portes puis de les fermer une à une au fur et à mesure qu'on comprend mieux le produit, qu'on sait ce qu'on peut faire sur le produit. Mais moi, j'aime aussi leur dire que quand on achète un terrain aujourd'hui, il ne faut pas l'imaginer sur le marché actuel, mais il faut l'imaginer sur le marché dans 4 ans, dans 5 ans, et aussi encore plus loin. Quand on développe aujourd'hui, on est en 2024, on ne développe plus pour du court terme. Il faut qu'on développe des produits qui vont rester et qui vont bien grandir, surtout dans les années à venir. D'où maintenant la popularité des développements green qu'on est en train de voir pousser un petit peu partout, même en région. Peux-tu nous parler un petit peu de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu as l'impression que ça va durer? Est-ce que c'est une mode auquel on doit sauter? Parce que, tu sais, on parle souvent de gens qui disent « Ouais, mais ça, c'est des modes. » Il y a eu des modes de construction X, Y, Z avec certains projets, puis là, c'est parti. Là, le développement green, est-ce que c'est une mode? Parce que beaucoup des plus gros joueurs s'y sont mis et ont rendu tous leurs projets green. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, tu sais, je pense que c'est un courant
qui va perdurer, voire s'accentuer au courant des prochaines années. Tu sais, quand on va négocier avec une municipalité, c'est souvent les mêmes enjeux qui reviennent. Tu sais, les espaces verts, l'aspect écologique du bâtiment, le logement abordable, puis l'intégration au niveau du milieu par rapport à l'acceptabilité sociale. Tu sais, peu importe dans quelle ville au Québec tu vas, à peu près tout le temps, c'est ça qu'ils vont te répéter. Fait que, tu sais, oui, c'est quelque chose vers lequel on s'en va, réduire l'apport à l'automobile pour augmenter l'espace vert. Tu sais, puis je pense qu'on a des enjeux, veut pas, là, avec les changements climatiques. Tu sais, je pense que le développement de nos villes, tu sais, faut le voir à long terme, là, comme tu dis, là, tu sais, puis la construction des bâtiments sont là pour durer 100 ans, voire plus. Fait que, tu sais, ça fait partie de notre paysage de demain, puis je pense qu'on est en train d'être dans une transition peut-être un peu plus écologique, voire beaucoup plus écologique même, ouais. Là. Tu sais, autant des bâtiments que des aménagements au sol. Fait que, tu sais, c'est de limiter les espaces imperméables, puis d'être capable de rajouter de l'espace vert. C'est sûr que toutes les accréditations écologiques, tu sais, que ça soit LEED, WELS ou peu importe, là, il y en a plusieurs qui existent, c'est super intéressant. Dans le contexte de développement privé, ça se fait, mais c'est un peu plus complexe. Là, on va le faire pour des bâtiments signature dans un grand projet d'envergure. On le voit plutôt dans de l'institutionnel ou du public. Là. Ouais. Ça se prête plus à ça. Les enveloppes budgétaires pour les projets sont plus importantes. Puis il y a un souci d'éthique sociale là, qui est plus grand aussi. Fait que, ça, c'est un courant que j'ai de la misère à me positionner par rapport à l'enveloppe du bâtiment. Est-ce qu'on va aller chercher des accréditations de plus en plus dans le futur? Je suis pas convaincu, mais est-ce qu'on va avoir des initiatives de plus en plus vertes dans des contextes de développement général? Assurément. Puis, sans le vouloir, ça va se faire de manière naturelle parce que les projets ne se font pas accepter si tu le fais pas. Fait que, tu sais, c'est pas un mal nécessaire parce que moi, je suis pour l'environnement puis pour ces éléments-là. Effectivement. C'est juste d'être capable de venir rééquilibrer le tout. C'est, de faire des projets intéressants qui vont perdurer dans le temps, qui vont avoir une empreinte écologique le plus minime possible, mais tout en gardant des potentiels économiques intéressants. T'sais, on ne peut pas faire tout au détriment parce qu'après ça, on parle d'abordabilité, mais au final, c'est le locataire ou c'est le propriétaire du bâtiment là, qui paye là, tous ces aménagements-là, puis ces accréditations-là. Fait que c'est bien balancer tout ça, mais oui, assurément, là, tout ce qui est au niveau écologique, je pense que c'est pas un courant passager. Là. Je pense que c'est vraiment des éléments qui vont venir quelque part dans perdurer. Ouais, puis si tu regardes un peu partout dans le monde, on est un peu en retard. Là. Tu regardes ce qui se fait aux États-Unis, tu regardes ce qui se fait en Europe. On peut beaucoup apprendre là, de ce qui a été fait. C'est sûr que la morphologie des villes est un peu différente, mais il y a quand même des courants de ça qu'on peut apprendre. Puis je pense que c'est de quoi qu'il faut s'inspirer puis assurément inclure là, dans les développements d'aujourd'hui. Bien, c'est sûr et certain. Puis moi, ce que je pense aussi un petit peu à travers tout ça, c'est que en allant vers cette nouvelle intention un petit peu qui est en train de révoluer un petit peu le marché, c'est vraiment d'améliorer les erreurs du passé qu'on a fait, de voir aussi des fois certains développements qui sont faits uniquement pour un marché, qui ce marché-là peut durer juste 6 mois. Je donne un exemple, on a eu un marché qui était extraordinaire en 2020-2021 au niveau des taux d'intérêt, au niveau du marché multilogement. Beaucoup de propriétaires de terrain se sont mis à œuvrer rapidement pour développer des projets qui répondaient uniquement à ce marché-là. Aujourd'hui, ces terrains-là sont sur le marché en vente et quasiment invendables. Soit parce qu'ils sont trop chers, parce que les propriétaires ont mis beaucoup trop d'argent dans le développement et le développement qu'ils ont essayé de développer pour 2020-2021, c'est plus le même marché aujourd'hui dans 2024. Ouais. On le voit beaucoup sur l'île de Montréal, quelques terrains qui ont subi ça, mais on le voit aussi à travers les périphéries, Laval, Rive-Sud. Je donne un exemple, un terrain qui a été bâti pour faire, mettons, 2-8 logements rapidement parce qu'on a besoin de logements sur l'île de Montréal. 2 terrains contigus, 2 petits terrains, 6 000 pieds carrés, 6 000 pieds carrés, 2-8 pour un total de 16. La difficulté de ce projet-là, c'est fun, c'est 2-8 logements, ça se vend bien encore aujourd'hui. Mais le marché avait été fait dans une optique de faire des logements au rez-de-chaussée avec des chambres au sous-sol et cuisine au rez-de-chaussée avec salon. C'est sûr et certain qu'un immeuble comme celui-là, bâti ou prêt à bâtir en 2020-2021, quand les taux d'intérêt étaient très bas, ça serait parti au plus gros prix, pareil. En 2024, aujourd'hui,
l'après-COVID, les gens ont remarqué qu'ils ont de plus en plus besoin d'espace à l'intérieur des maisons. Les gens regardent de plus en plus le confort de leur maison comparativement à avant. Les gens ont besoin aussi d'avoir des appartements plus beaux. On voit cette vague-là qui est en train d'avancer dans le locatif. Puis, les gens ne vont pas nécessairement aller chercher un produit comme celui-là. Non seulement au niveau des gens qui vont habiter la propriété, mais aussi au niveau du financement. Au niveau du financement, c'est sûr et certain que le financement va toujours continuer à financer les immeubles, les terrains pour bâtir du multilogement, mais c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, on n'est plus en train de voir beaucoup de projets de 8 logements poussés. On est en train de voir des projets plus gros. Ouais. On parle aujourd'hui de 30, 40 portes. Tu sais, les investisseurs qui faisaient du 6, du 8, du 10, du 12 sont rendus déjà en 3 ans à faire du 50 logements. C'est ça qui va être plus payant dans le futur aussi. Bien, je pense que c'est une obligation quasiment parce que, comme on disait tantôt, la mécanique reste la même. Hein? Fait que plus gros qui est ton projet, moins d'impact tes coûts de développement vont avoir sur ton projet. Fait que, les étapes restent les mêmes, le délai reste le même. Nous, on remonte il y a quelques années, jamais personne nous appelait pour un 8 logements. T'allais à la ville, t'avais ton architecte, c'était réglé, puis that's it. Il y a plein de monde maintenant qui nous appelle avec ce genre de projet-là. Moi, c'est bon pour ma business, mais je trouve ça quand même aberrant d'avoir besoin d'avoir recours à une firme d'urbanisme pour être capable de faire un 8 logements. À un moment donné, on a besoin de logements. Je pense que c'est difficile là, pour les promoteurs là, d'être capable de mener à terme. Fait que veux pas, plus gros que ton projet va être, mieux que tu vas être capable d'absorber tes coûts, puis tu restes, que les délais vont être les mêmes. C'est pas plus long. Là. Exact. C'est pour ça que les gens vont vers des projets plus gros, mais aussi au niveau du financement. Okay. Au niveau du financement, avec aujourd'hui l'abordabilité, avec le programme APH Select, des choses comme ça qui font en sorte qu'au final, les mises de fonds sont pas si différentes que ça. Ouais, c'est ça. Pour un terrain pour bâtir, mettons, un 12 logements versus un terrain pour bâtir un 30 logements, parce qu'on y va avec APH Select. C'est sûr que c'est pas le même prix, mais il n'y a pas une grosse différence. Dans le temps, quand on n'avait pas ce programme-là, c'est sûr et certain que plus le terrain allait contenir d'unités, plus ça allait être plus cher. Mais aujourd'hui, avec les programmes de financement qui sont en train de s'adapter pour mieux desservir les promoteurs, les développeurs, on est en train de voir qu'au final, les petits immeubles de 6 à 12 sont en train de devenir quasiment les triplex de juste avant cette période-là. Ouais. Tu sais, comme on regardait un triplex dans le temps, c'était comme un immeuble à revenu. Aujourd'hui, un triplex, c'est quasiment plus un immeuble à revenu, tu sais. C'est même financé au personnel, c'est pas financé au commercial. Donc, on est en train de voir un petit peu le marché comme ça, mais c'est pas juste à cause du financement, puis il y a aussi des besoins de la population qui sont en train de changer les modes. Je pense aussi que c'est un besoin de densification en hauteur qu'on est en train de voir parce qu'on a de moins en moins de produits de terrain disponibles pour pouvoir densifier. Donc, on est en train de voir un changement parce qu'on est en train de voir la densification en hauteur. On est en train de voir les villes aiguiller aussi les promoteurs, développeurs vers ça parce que plus on va densifier en s'étalant, plus c'est compliqué justement à cause de la capacité des réseaux, justement à cause des services de proximité, des villes qui ne sont pas encore nécessairement toutes prêtes à accueillir des centaines de logements. Mais quand on y va en hauteur, en densification, ça semble être un peu plus facile. Bien, tu sais, je te dirais que c'est des grandes orientations. Là, tu sais, on va voir le nouveau PMAD là, qui va être en vigueur bientôt. Les OGAP viennent de sortir pour différentes MRC. Tu sais, l'orientation pousse tout vers ça. Dans le fond, c'est de réutiliser les espaces libres ou à redévelopper à l'intérieur des limites des périmètres urbains. On va vers de la densification verticale à la place de la densification horizontale, de limiter les interventions, voire de ne pas faire d'intervention dans les zones agricoles, de consolider les zones blanches à proximité des périmètres urbains, d'éviter des prolongements de rues à l'extérieur des périmètres urbains. On est vraiment dans cette logique-là. Fait que, toute la réglementation est faite et les orientations pour forcer le développement à l'intérieur des noyaux villageois ou des grands centres vers du développement vertical. Fait que, c'est quelque chose qui va assurément s'accentuer parce que des grands terrains développables à l'intérieur des limites de périmètre urbain, il en reste, mais il en reste pas beaucoup. Puis, ils ont souvent beaucoup de contraintes puis d'enjeux. Fait que là, on voit des protections au niveau des milieux naturels,
des terrains de golf qu'il y a eu le RCI de la CMM qui est venu bloquer certains développements de terrains de golf. Fait que, tu sais, des grands terrains vacants à développer, on n'en a pas tant que ça. Fait que c'est de la consolidation de l'eau, du développement vertical. Mais là, il faut que le zonage matche avec cette orientation-là. Parce que, tu sais, ben beau vouloir faire du développement vertical, mais quand tu autorises 3 étages, on n'est pas capable d'assembler les terrains parce que la valeur économique ne suit pas. Fait que, tu sais, c'est là qu'on voit. Tu sais, Laval, je pense que c'est un bon exemple là, avec le nouveau code de l'urbanisme. Ils ont misé beaucoup là-dessus, là, tu sais, de la requalification de différents secteurs, puis d'être capable de venir mettre de la hauteur pour justifier du redéveloppement. Puis, tu sais, c'est vraiment c'est la grande tendance qui va assurément continuer et s'accélérer. On veut garder le monde dans les centres urbains, on veut éviter l'étalement urbain. Il y a des problématiques au niveau de la desserte, au niveau des réseaux routiers. D'améliorer le transport en commun, de minimiser la ville 15 minutes, d'être capable de tout faire à pied, à proximité, de créer des milieux de vie à l'intérieur des villes. On est là. C'est vraiment les tendances de développement qu'on voit actuellement. Là. Définitivement. Je suis d'accord avec ça. C'est vraiment ça qu'on est en train de voir dans le marché actuellement. Si on est capable de donner un conseil, mettons, à un développeur immobilier de Paris Plus, mettons, là, c'est quoi le meilleur conseil que Paris Plus donne à tous ses clients dans le développement? Le meilleur conseil qu'il donne à tous ses clients, je pense que c'est même pas un conseil, c'est juste de les écouter. Puis de les comprendre, puis de bien cerner leurs besoins. Puis d'être capable de se mettre à leur place. Parce que nous, au final, on les représente, puis il faut être capable de les représenter au niveau de la ville, puis d'être capable de prendre des décisions pour atteindre leur objectif. Fait de comprendre leurs enjeux, leurs objectifs, puis leur vision, c'est la base de notre travail. Souvent, less is more, là, fait que, moins parler pour plus écouter. Fait que, de bien comprendre leur volonté, leur enjeu puis leur objectif, je pense que c'est pas un conseil, mais c'est peut-être la meilleure attitude qu'on pourra avoir pour les clients qu'on représente. Puis, le meilleur conseil, c'est de prévoir le pire. C'est de tout le temps voir la situation comme si ça irait mal. Fait que, de regarder toutes les problématiques qui pourraient arriver dans le futur, de tout le temps être un coup d'avance, je pense. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux donner. C'est oui, là, ça va bien, mais qu'est-ce qui pourrait aller mal plus tard, puis d'être capable de les voir venir, puis de les anticiper, puis d'être au fait de tous les nouveaux changements, les nouvelles tendances, les nouvelles modifications, les changements de loi. Je pense que ça, maintenant, tu peux pas faire notre travail sans être informé au day-to-day, là, quasiment. Là, définitivement. Ça fait partie de... Il y a des changements, quasiment tout le temps. Mais là, ce que j'entends, ce que tu dis, ta meilleure attitude, au lieu d'un conseil, c'est de les écouter. Mais moi, ce que j'entends par là, quand tu parles de ça, j'entends que le développeur, aujourd'hui, doit vraiment jaser, discuter, puis vraiment vider son sac quand il travaille avec son urbaniste, c'est ses professionnels qui l'entourent pour son projet, parce que plus il va y avoir de communication, plus il va y avoir d'idées déposées sur la table, plus on va être capable d'imaginer un projet plus intéressant, puis on va pouvoir mieux se préparer. Fait que c'est ce que j'entends un petit peu à travers ce que tu dis, dans l'accompagnement que tu as avec tes clients, c'est vraiment que les gens puissent vraiment expliquer c'est quoi leurs besoins. Au final, il y a un but. Et qu'importe les chemins qu'on va prendre pour y arriver, mais c'est ça. C'est vraiment arriver au but au final. Parce que nous, au final, on est dans un partenariat là, quasiment là, avec nos clients. Là. Oui, on reste des consultants, on est payé sur une base horaire, mais moi, puis je dis moi, mais toute mon équipe, là, les projets, on veut qu'ils réussissent puis ils nous tiennent à cœur. Là, un projet qui ne marche pas, c'est frustrant. Puis l'objectif, c'est de bâtir des relations à long terme, de créer un lien de confiance, d'être capable d'avoir une proximité qui nous permet d'évoluer ensemble. Fait que, c'est dur de dire « je vais te donner un conseil » parce qu'il n'y a pas un conseil qui est bon pour tout le monde. Chaque personne a ses enjeux, puis chaque projet a ses spécificités. Fait que, je pense que de dire « je pourrais m'arrêter sur un conseil », je mentirais d'en nommer un parce qu'ils ne sont pas adaptables à tous. Mais puis aussi peut-être de savoir nos limites, puis quand on est capable, quand il faut faire rentrer d'autres professionnels,
de penser qu'on est capable de tout faire. Il y a des choses qui appartiennent à d'autres disciplines. Puis, les lignes sont pas franches là, en aménagement. Là. L'architecte empiète un peu sur l'urbanisme empiète un peu sur l'architecture. C'est tout un peu mixé, mais d'être capable de reconnaître OK, ça sort de ma cour. Puis référer ton réseau. Là. Puis référer le professionnel. Oui, c'est ça, exactement, pour être capable de s'assurer que l'accompagnement soit bien, puis continue, puis dans les limites où on est capable d'avoir des résultats. Là. Super. Si on regardait, mettons, c'est la première chose que vous regardez dans un terrain pour le développement. C'est quoi la première chose que vous regardez là, pour développer un terrain? Le premier critère? Nous, la méthodologie, je te dirais, là, de manière générale, là, oui, il y a des cas plus spécifiques, là, mais de façon générale, on fait une analyse au niveau des contraintes physiques. Fait que, de regarder juste au niveau cartographique dans un premier temps, y a-t-il des milieux humides répertoriés, y a-t-il des cours d'eau répertoriés, on regarde les titres, y a-t-il des servitudes, y a-t-il des enjeux au niveau technique qui pourraient venir affecter le développement des zones de glissement de terrain, name it, là, n'importe quoi qui pourrait venir affecter le site en soi, la topographie, tout le tralala. Après ça, ben, on part dans une étape de réglementation top to bottom. Fait qu'on part, mettons qu'on est dans CMM, on part du plan métropolitain d'aménagement et de développement, on s'en va au schéma d'aménagement, on redescend dans le plan d'urbanisme, puis on s'en va au zonage. On va jamais direct zonage parce que ça revient à l'idée que je disais tantôt, ouvrons-nous des portes. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le schéma, dans le PMAD qui, oui, on a un bon zonage, mais y a-t-il quoi de meilleur qui se cache plus haut? Fait qu'on garde tout le temps l'idée de partir de découler d'en haut pour vraiment examiner l'entièreté des possibilités que le zonage nous offre parce qu'en fait, le zonage, c'est notre base de travail. Puis là, une fois que le zonage est démêlé, on met en plan les meilleures options possibles. Puis suite à ça, là, après ça, on va voir la ville. Moi, je commence jamais par la ville. Je commence une fois qu'on a une tête, on a une idée, on connaît notre terrain, on connaît notre réglementation, on a nos outils. Là, comme je dis souvent à mes clients, bâtissons notre coffre à outils. Là. Quand notre coffre va être plein, ben là, on ira s'asseoir, puis on va négocier, puis on va être capable de leader la discussion parce qu'on sait de quoi qu'on parle. Fait que, je pense que c'est l'approche un peu qu'on préconise dans un développement, un développement de terrain standard. Là. Excellent, excellent. Puis si on allait un petit peu vers le futur, comment toi, en tant que professionnel, tu vois le futur des développements de terrain? Qu'est-ce que tu penses qui s'en vient dans les prochaines années? Je pense qu'il s'en vient une intégration de l'intelligence artificielle, là, la donnée. Là, nous, on a des spécialistes là, en métadonnées là, chez nous pour justement, puis je pense que PMML, c'est un bon leader par rapport à ça, puis chapeau parce que c'est vraiment intéressant. Puis je pense que les secrets se cachent dans l'information. Le mieux informé qu'on va être, le meilleur le développement va être. Fait que c'est de jongler à travers les nouvelles technologies, les besoins sociaux, le manque de logement, tout ce melting pot-là pour être capable de prendre des décisions les plus éclairées. Si on y va de manière plus concrète au niveau du développement, je pense qu'assurément, on va voir des centres urbains qui vont se densifier. On va voir des développements plus verts. On va voir moins d'automobiles, moins de stationnement du moins. Puis je l'espère, on va voir des délais de traitement beaucoup moins longs avec les municipalités pour obtenir des permis. Ça, c'est un souhait plus qu'un... Ça, c'est un souhait commun. C'est un souhait commun, puis je pense qu'il va rejoindre un petit peu nos investisseurs et nos développeurs aussi. Ouais. Mais on est en train de le voir un petit peu changer, ce côté-là. Il y a des mécanismes qui sont mis en place. Ouais. C'est des grosses machines aussi. Il ne faut pas s'attendre à des résultats du jour au lendemain. Je pense que la conscience, la problématique est là. L'urgence, la crise de logement est là aussi. L'alarme est sonnée, là. Ouais, c'est ça, là. Puis, je faisais une conférence l'autre jour, puis j'expliquais, quand on commence un projet, à l'étudier, puis nous, on est vraiment au début là, du processus. Le jour avant qu'il y ait quelqu'un qui habite dans l'appartement, ça se compte en plusieurs années, là. Fait que, faut bouger, là, parce que regarde à Montréal, regarde à Laval, des grues, il n'y en a pas bien, là, fait que, avant que quelqu'un habite dans le projet, je pense que la réaction en chaîne, la roue est longue à partir, mais une fois qu'elle va partir, je pense
C'est pour ça qu'il faut imaginer un projet, pas pour là, quand tu achètes le terrain, mais pour qu'est-ce qui va être in dans 5 ans, puis qu'est-ce qui va durer dans le temps. Ça, c'est vraiment une chose qui est super importante. Parce que c'est une erreur que moi, je vois dans les terrains que je remets en vente. Quand j'accompagne les acquéreurs, ils ont des idées, mais je le vois souvent dans les vendeurs qui sont des développeurs qui préparent des projets prêts à bâtir avec plan, qui, le temps que le processus a commencé, jour 1, quand ils ont acheté le terrain, qu'il n'y avait même pas de changement de zonage, exemple, versus le jour où on le met en vente, versus le jour où on obtient un acheteur qui finalement doit transiger, ben, boum, le projet n'est plus adéquat au marché. Ça, c'est vraiment important. C'est de pouvoir aussi y aller vers un développement de projet qui peut aussi être facilement changeant. T'sais, ça aussi, c'est une option qu'on peut travailler avec nos architectes et nos urbanistes quand on est en train de faire nos développements. On peut aussi regarder des options où est-ce qu'on a un produit qui est facilement changeable ou adaptable ou qui peut évoluer aussi dans le temps. Si je donne un exemple très facile, on va pas aller vers quelque chose de très compliqué. J'ai un client qui m'a appelé il y a à peu près une semaine qui me dit « Tu as un terrain à vendre qui est à Ville-Marie en ce moment, qui est à 600 000 pour bâtir un triplex. » Ben, il y a une maison juste pas trop loin qui est à 250 000 qui a le même terrain. Pourquoi que j'achèterais pas la maison puis que j'achèterais ton terrain à 600 quelques mille? La différence que moi je lui explique, je dis qu'est-ce que tu as besoin? Il dit ben j'ai besoin de m'acheter une maison, mais j'ai besoin de m'acheter aussi quelque chose qui va garder en valeur sur le long terme. Ben, je lui ai expliqué dans le fond, je dis c'est sûr que la maison à 250 000 qui est à côté, qui a aussi un terrain, peut te coûter moins cher. Par contre, tu n'as pas encore vérifié si le terrain est contaminé, tu n'as pas encore vérifié aussi si la maison est démolissable, si tu vas pouvoir obtenir un permis de démolition. Tu n'as pas encore démoli, tu n'as pas encore développé, tu n'as pas encore engagé d'urbaniste, tu n'as pas fait de plan préliminaire, tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire là-dessus. Ça peut finir que tu vas l'acheter, tu vas aussi dépenser autant, puis tu vas arriver avec un produit qui va être similaire à l'autre, et l'autre est prêt avec permis, prêt à bâtir. Ensuite de ça, si tu regardes un produit changeant sur le long terme, ben, je te donne un exemple, ce même client-là, il dit « OK, mais pourquoi j'achèterais un triplex prêt à bâtir pour ma maison personnelle? » Bien, pourquoi tu achèterais un triplex pour ta maison personnelle? Parce qu'aujourd'hui, le zonage de ce terrain-là te permettrait de bâtir une maison sur 3 étages. Tu travaillerais avec ton architecte pour pouvoir le transformer en 3 condos. Le jour où tu veux revendre ta propriété, bien, la propriété pourrait se revendre en 3 condos parce que ce zonage aussi le permet. Donc ça, c'est un petit exemple pour des acheteurs de premier terrain. C'est une idée vraiment que j'aime planter dans la tête des gens. Imaginez votre projet pour dans 10 ans, dans 15 ans, mais pas juste pour aujourd'hui. Vous avez besoin d'une maison, regardez le terrain, est-ce qu'il y a des possibilités à faire dessus? S'il y a un zonage qui est plus que ce que vous avez besoin, bien, travaillez avec vos professionnels, votre urbaniste, votre architecte, pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on fait avec ce terrain-là dans 10 ans, dans 15 ans. J'ai des clients qui ont des terrains, par exemple, résidentiels, mais qui ont une petite partie commerciale. Eux, ils s'en foutent, ils ne veulent pas l'exploiter pour le moment, ils veulent se concentrer sur le développement multirésidentiel qui est possible sur le terrain. Mais moi, je dis toujours, regardez le potentiel dès maintenant pour le futur. Parce que si on a, mettons, un terrain à peu près, je donne un exemple, 500 000 pieds carrés, où est-ce qu'on a 120 000 pieds carrés de commercial, puis que nous, on veut se concentrer vraiment sur le multirésidentiel parce que c'est ce qui est in, puis ce qui est rentable en ce moment dans ce secteur-là. Mettons, on sort des grandes villes, c'est ce qui fonctionne le plus, mais en même temps, qu'est-ce qui pourrait aussi être bon pour la partie qui est commerciale, même si on ne veut pas nécessairement la construire tout de suite, mais c'est de l'intégrer tout de suite dans l'idéologie. La pire erreur que tu peux faire, c'est de développer un site de façon parcellaire. Il faut tout le temps que tu regardes ton site de manière générale, même si tu vas le phaser. C'est sûr que tu vas le phaser parce que n'importe quel grand projet va y aller par phase, mais il faut que tu sois capable de le voir de manière complète parce que quand tu fais juste développer des petites parties, là, après ça, tu reviens à l'autre partie d'après, tu es là, ah, j'aurais pu faire ça parce que si j'aurais modifié tel élément ou tel élément. Fait que, d'avoir une vision globale de ton développement, c'est assurément winner à tous les coups. Là. Puis, tu sais, des fois, ça te fait voir d'autres choses. Puis, le commercial, non, pas le développer de suite, mais dans un projet d'ensemble présenté à la ville, finalement, ils disent, une modification de zonage. Finalement, tu n'as plus de commercial, c'est du résidentiel partout parce que tu es capable de l'intégrer de façon différente. D'avoir une planification globale, c'est vraiment un must. Oui, définitivement.
Bon, ben, on a passé à travers beaucoup de questions en espérant qu'on a répondu à pas mal de questions de beaucoup de nos développeurs, beaucoup de nos investisseurs aussi. Pour finir, est-ce que tu voulais dire un petit mot? Peut-être un petit message que tu voudrais peut-être adresser aux investisseurs, aux développeurs? Ben, message investisseurs, développeurs, tu sais, je pense que la meilleure chose que je pourrais vous dire, c'est commencer le processus du bon pied. Tu sais, c'est toujours plus facile d'atteindre ses objectifs quand on suit nos étapes. Là, tu sais, on l'a répété beaucoup là, aujourd'hui. Puis, tu sais, de bien suivre les étapes, de faire confiance au cheminement, d'avoir confiance en vos professionnels. Tu sais, je pense que c'est important d'être entouré d'une équipe qu'on a confiance. Tu sais, c'est la base là, pour être capable d'avoir les meilleurs objectifs, d'atteindre les meilleurs objectifs. Fait que, tu sais, de pas lâcher. Tu sais, des fois, c'est un peu décourageant. Tu sais, il y a des embûches, il y a des problématiques, c'est plus long qu'on pensait. Tu sais, c'est rendu compliqué de faire du développement. Puis, tu sais, on se le cachera pas. Là, tu sais, on le voit, on a les deux mains dedans, mais je pense qu'on a beaucoup de belles années devant nous. Tu sais, bénéficions de ce manque de logement-là. Bénéficions de la position de Montréal et de la région de Montréal à travers le Canada. Puis profitons aussi de l'ouverture vers l'immigration qui va encore accentuer de plus en plus les besoins en matière de logement. Fait que, tu sais, je pense qu'on a traversé des années qui étaient difficiles, mais que le ciel est plus rose en avant. Effectivement. Moi, je le pense aussi. Je pense que les 10 prochaines années vont être les années où est-ce qu'on aura le plus de révolution en termes de développement. Puis où est-ce qu'on aura le plus de développement qui va se faire. Je pense que c'est là qu'on s'en va dans le futur. Fait embarquez, ayez pas peur, puis la résilience, c'est vraiment votre meilleur ami dans le développement. Puis plus on va être persévérant, plus on va avoir du résultat. Mais je te remercie, Marc-André, d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir fait le déplacement. Donc, Marc-André Paré de Paris Plus qui a été avec nous aujourd'hui, qui est aujourd'hui à la tête de Paris Plus avec toute son équipe et tous les professionnels qui travaillent avec plein de dossiers différents. Donc, je vous dis merci, puis on se voit au prochain épisode de Tout Terrain. Merci à tous!